Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'un des grands paradoxes des massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas. Pour la première fois depuis une bonne vingtaine d'années, la question palestinienne est de retour au centre de l'échiquier géopolitique mondial, mais elle se retrouve dans le même temps entachée par ces atrocités et les 1400 corps retrouvés dans le sud d'Israël. Nous allons en débattre ce soir avec nos invités. La cause palestinienne a-t-elle été affaiblie et pour longtemps par le coup de force du Hamas? Est-elle morte et enterrée comme le disent certains ou au contraire réactivé dans une grande partie du monde? Le Hamas incarne-t-il désormais le peuple palestinien ou faut-il continuer à dissocier les deux? Question posée alors que les frappes israéliennes ont déjà fait près de 3000 morts à Gaza et que la situation humanitaire est de plus en plus urgente. C'est ce soir, c'est parti. Mardi 17 octobre 2023, c'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Karim. Pour ce débat autour de la question palestinienne, je disais, la cause a-t-elle été salie, entre guillemets, voire enterrée par les massacres du Hamas? Que disent certains? A-t-elle été réactivée? D'ailleurs, les deux sont-ils forcément incompatibles? On va en débattre ce soir avec nos invités. Prendre la parole aujourd'hui en France en tant que Palestinien est un exercice périlleux. Bonsoir Karim Katan, bienvenue. Ces mots sont les premiers d'une tribune que vous avez publiée dans le journal Le Monde en début de semaine dernière, tribune titrée « Dans la tourmente qui ne fait que commencer, nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit », dans laquelle vous racontez être traversé de sentiments éprouvants, contradictoires. On va en parler ce soir. Merci d'être là. Vous êtes romancier palestinien, né à Jérusalem. Et merci d'être là parce que c'est important d'entendre en ce moment des voix palestiniennes. Des voix palestiniennes que vous avez beaucoup interrogées, entendues. Bonsoir Marine Vlahovic. Bonsoir. Bienvenue puisque vous êtes journaliste correspondante dans les territoires palestiniens de 2016 à 2019. Pour les radios publiques francophones. Vous avez été à Gaza, je crois, une bonne cinquantaine de fois, donc vous connaissez bien. Je ne sais pas, j'ai jamais compté, ouais. Ce qui vous préoccupe, je crois, ces derniers jours, c'est le sentiment d'invisibilisation et de déshumanisation des Palestiniens qui, dites-vous, ont l'impression de disparaître, je vous cite, dans l'indifférence la plus totale. Également avec nous l'un des géopolitologues, c'est comme ça qu'on dit, qui connaît le mieux Israël et le Moyen-Orient. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là, professeur à Sciences Po, auteur notamment d'un atlas géopolitique d'Israël dont la 6e édition est parue cette année. Je vous ai lu ce matin dans le journal L'Humanité et en creux, j'ai cru déceler un peu d'espoir dans votre discours. Vous dites que vous croyez plus que jamais en une solution à deux États, mais vous y mettez notamment une condition, la neutralisation du Hamas, avec qui, selon vous, aucune paix ou aucun partage de territoire ne pourra se faire désormais. On va en débattre tous ensemble ce soir, et notamment avec vous, Sylvaine Bull. Bonsoir, bienvenue. Sociologue, vous vivez entre Paris et Jérusalem. En ce qui concerne notre rapport aux Palestiniens, vous dénoncez souvent une forme d'infantilisation des Palestiniens d'ici, qui ont pour vous une partie de l'avenir entre leurs mains. Vous les appelez à un sursaut pour qu'ils se soulèvent contre leurs dirigeants, notamment dans cette fameuse bande de Gaza. Alors une bande de Gaza que vous aussi vous connaissez très bien, Yohann Soufi. Bonsoir, merci d'être là, de retour sur ce plateau, on s'est vu la semaine dernière. Vous avez vécu à Gaza de 2020 à 2022, vous êtes avocat spécialisé en droit international pénal. Vous étiez à Gaza le chef du bureau des affaires juridiques de l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et puis j'accueille enfin Anna Assouline, bonsoir. On s'est croisés également la semaine dernière. Comment parler, comment débattre, comment essayer de se comprendre dans un moment comme celui-ci? C'est à la fois le sens de cette émission et le sens de votre combat depuis longtemps. Vous êtes réalisatrice et militante, fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix. On peut être guerrière pour la paix, qui a pour objectif de faire dialoguer des femmes juives et musulmanes. Et le message que vous portez en ce moment, c'est que s'il y a deux camps, ce n'est pas d'un côté le camp palestinien, de l'autre le camp israélien, mais ceux qui d'un côté luttent pour la paix et la justice, et de l'autre, ceux qui propagent la haine et la guerre. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Merci en tout cas d'être là tous les 6, tous les 7, avec Laure, pour ce débat qui s'ouvre, comme d'habitude, avec le billet signé Pierre Michel. استهدفوا من المركز اللي فيه طواقم اطفاء لا سلاح لا اي شغله لا يوجد تنسيق مع اي احد ناس مدنيين المسجد بتطفي بنقذ الناس فيش عندنا اي حاجه تستهدفونا. Il y a la colère des secouristes, il y a l'incompréhension des Gazaouis. طب هذا ذنبهم انا ولا تبع لهذا ولا تبع لهذا ومعظم الشعب اللي انت شافه تبع لاي حكم لاي تنظيم. Les corps ensevelis, les corps que l'on transporte, les frappes sur Gaza. 3000 morts, dernier bilan des autorités gazaouis, dont plus de 700 enfants. كلها مدنية كلها ناس غلابة متأجرين طلع كيف فان طلع هان يمكن 6-7 دور هيك راحن. La cible, le Hamas, mais des victimes palestiniennes. Il y a ceux qui tentent de fuir Gaza, et puis il y a ceux qui, malgré tout, restent là. لا كهرباء
Il y a la souffrance du peuple palestinien, il y a le Hamas et autour de 200 otages. 5 members of my love family are kept hostage by the Hamas, and most of them are children. Il y a Israël qui compte ses morts et qui tente de les identifier encore. I'm afraid that will be some people that we will never find and we will never be able to identify. Le Hamas a-t-il sali la cause palestinienne? Will the Council support the fight for civilization, or will it incentivize the genocidal jihadists who aim to murder all the infidels? Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU rejetait la résolution proposée par la Russie pour un cessez-le-feu humanitaire entre Israël et le Hamas. Don't send the signal that the Palestinian lives don't matter. Mais hier aussi, les États-Unis, le premier soutien d'Israël, le disaient, il faut éradiquer le Hamas, mais pas la possibilité d'un État. Do you believe that Hamas must be eliminated entirely? Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. Loin d'être enterrée, la cause palestinienne serait-elle au contraire revivifiée? Des manifestations un peu partout, du Royaume-Uni jusqu'à Tunis. Des manifestations de faible importance ou beaucoup plus conséquentes. Au Maroc, où la normalisation avec Israël est mise à mal par la guerre, plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé à Rabat pour marquer leur soutien au peuple palestinien. هو وقف العدوان والجرائم ودعوة الدولة المغربية إلى وقف التطبيع. هذا هو مطلب الشعب المغربي الآن. Une cause revivifiée qui rend impossible toute neutralité. Et on peut mettre un point d'interrogation à cette phrase. Karim Katan, je voudrais commencer avec vous et avec les premiers mots de votre tribune que je citais tout à l'heure. Quand vous dites que prendre la parole pour un Palestinien ici en France est un exercice périlleux et vous dites « j'ai peur de m'exposer aux haines, aux accusations de barbarie ou aux malentendus ». Est-ce que c'est encore le cas 8 jours après? C'est moi qui me lance. Ouais, c'est vous. Oui, alors cette tribune qui a été donc publiée il y a 8 jours, aujourd'hui me paraît quelque part très lointaine en fait. Je pense qu'elle est toujours d'actualité pour moi, mais beaucoup de choses ont eu lieu depuis. Pourquoi lointaine? Parce qu'il y a eu les bombardements de Gaza depuis. Notamment, oui, les bombardements de Gaza et puis les attaques en Cisjordanie également. Il ne faut pas oublier, la Cisjordanie aussi est sous occupation. Ces mots, oui, j'ai toujours peur. Je vous avoue, j'ai peur. J'ai peur qu'on prenne mes mots à l'envers. J'ai peur qu'on coupe une partie de mes mots et qu'on m'accuse de choses ou d'autres. Aujourd'hui, en France, à la fois médiatiquement et politiquement, il y a une position extrêmement d'une solidarité totale avec Israël qui fait que, oui, on a peur. Mais ça veut dire que même s'exprimer ce soir sur ce plateau, ça a été un questionnement pour vous? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est toujours un questionnement. En fait, n'oubliez pas, je suis aussi un écrivain. Ouais. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais venir dire? Est-ce que je vais venir... comment est-ce que moi, en tant qu'écrivain, il y a cette question-là aussi? Parce que je n'ai pas l'arrogance de penser que mes petits mots vont changer quoi que ce soit. Donc je me dis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, là, ce soir, moi, à Paris, venir parler de ça, alors qu'on massacre de façon parfaitement indiscriminée ailleurs, à quoi ça peut bien servir? Et ça sert à quoi? Ça sert, ce que vous disiez dans Le Monde, à ne pas laisser tous les autres, sauf les Palestiniens, prendre la parole? Voilà, j'ai pas le choix. Oui, absolument. Il faut bien que nos voix existent. C'est intéressant, la question s'adresse à tout le monde, mais je pense aussi à vous, Anna Assouline, ce côté périlleux où chaque mot peut être mal interprété. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi, particulièrement depuis 10 jours? Bien sûr, on le ressent très fort depuis 10 jours. Et d'ailleurs, depuis 10 jours, les rares fois où nous avons pris la parole, ça n'a pas loupé. C'est-à-dire qu'on reçoit de part et d'autre beaucoup d'attaques. Le curseur s'est déplacé, c'est-à-dire qu'au début, il y avait énormément de... notamment, je parle pour mon message à moi, qui est un message de paix et de justice. Au lendemain des pogroms antisémites perpétrés par le Hamas samedi, c'était totalement inaudible de pouvoir parler de paix à ce moment-là pour une grande partie, notamment de la communauté juive ou des Israéliens que je connais. Aujourd'hui, ce discours est plutôt, paraît inaudible justement pour les personnes qui défendent la cause palestinienne. Donc on est toujours pris en étau finalement. Dans un contexte particulièrement explosif où les mots sont pris au piège et où toute prise de parole est un risque.
Avant de faire tourner la parole, Karim Katan, la peur, parce que je ne vous l'ai pas demandé tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est la peur d'être vous-même associé aux monstruosités, d'être perçu comme un monstre ici. Pour bien comprendre le... Je pense qu'en tant que Palestiniens, on est déjà et depuis très longtemps perçus soit comme des infra-humains, soit comme des monstres. Donc ça, c'est la réalité avec laquelle je dois de toute façon vivre chaque jour. Hein. Donc j'ai appris à un peu gérer ça. Je pense que j'ai surtout peur, ce qu'on a vu en fait, qu'on nous accuse par exemple d'ambiguïté, là où l'ambiguïté elle n'est pas de mon côté. Mais typiquement, hein, vous savez, quand on replace un contexte politique, on nous dit oui, mais vous justifiez, machin. Ce qui n'est absolument pas le cas, je ne justifie rien du tout. Mais voilà, qu'on prenne les mots qu'on utilise, qui sont des mots exacts pour dessiner et décrire une situation exacte, comme des justifications. Frédéric Ancel, comment est-ce que vous entendez ce qui est Oui, dit ce soir? en temps de guerre et en temps de phase de guerre dure, lorsqu'il y a rivalité, une rivalité si ancienne, les militants ou les sympathisants, appelons ça comme ça, de la paix, sont stigmatisés des deux côtés. Je veux dire par là des côtés des militants très, très durs, très extrémistes. Alors je voudrais ne pas relativiser du tout ce qui a été dit, mais simplement moi qui travaille évidemment sur beaucoup de conflits, il y a quelques semaines de cela, je pense qu'on pouvait dire la même chose de la situation des Arméniens. J'ai beaucoup travaillé sur le génocide des Tutsis rwandais. Je peux vous dire que lorsqu'on travaille sur l'Afrique des Grands Lacs et sur le génocide du Rwanda qui a eu lieu il y a 30 ans, on se retrouve assez rapidement à la 17e chambre correctionnelle. C'est-à-dire ça va extrêmement vite, extrêmement dur. Pendant 18 mois, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, sur les questions russo-ukrainiennes, ça a été extrêmement violent. Mais là, il y a quelque chose peut-être de supplémentaire, c'est que ça fait une rivalité qui dure depuis très très longtemps, depuis plusieurs décennies. Voilà. Donc effectivement, j'entends ce qui vient d'être dit, je le comprends très bien, avec à chaque fois une biographie personnelle qui joue énormément. Celui qui, si vous voulez, en géopolitique, on appelait ça le kilomètre émotion. Ouais. Moins on est biographiquement, familialement lié à un conflit, moins on en parle. Mais là, le kilomètre émotion, par définition, il est le même pour un Israélien et pour un Palestinien. Pour un Israélien et pour un Palestinien, vous avez raison. Bien sûr. Pour le coup. Marine Blahovich. En journalisme, on appelle ça de la proximité affective. Et j'ai l'impression que depuis quelques jours, la proximité affective va plutôt du côté israélien, puisque c'est compliqué d'avoir justement des témoignages incarnés de Gazaouis, en l'occurrence. Oui, parce qu'il n'y a pas de journalistes étrangers et je ne parle pas des Palestiniens de Cisjordanie qui, eux, passent complètement à la trappe, puisque l'actualité de Gaza chasse finalement ce qui se passe en Cisjordanie quasiment quotidiennement. Mais c'est comme s'il était, et pourtant c'est possible, je vais le faire là dans la phrase que je vais prononcer, possible de condamner aussi fermement les massacres des deux côtés. Bien sûr, mais une vie palestinienne vaut une vie israélienne aussi. Voilà. Et il y a aussi les condamnations. Enfin, c'est pas. Bien sûr que c'est possible de condamner des deux côtés. Je rebondisais juste sur la question du kilomètre zéro. En journalisme, on appelle ça aussi la proximité affective. Je suis journaliste, je parle de mon point de vue. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que depuis quelques jours, voilà, quand je vois le traitement médiatique, je ne jette la pierre à personne. Je sais dans quelles difficultés mes confrères, mes consoeurs travaillent. Je l'ai moi-même été. J'ai été correspondante basée à Ramallah entre 2016 et 2019. J'étais obligée de cacher l'endroit où j'habitais. Les autorités israéliennes ne le savaient pas, puisque sinon elles ne m'auraient pas laissé travailler ni en Cisjordanie ni à Gaza. J'ai travaillé dans des conditions très compliquées, très difficiles. Je veux vraiment jeter la pierre à personne. C'est juste voilà, une impression, une analyse. Il y a quelque chose quand même d'assez triste finalement dans ce traitement médiatique là qu'on subit de part et d'autre depuis quelques jours. Sylvaine Bulle, je voyais prendre des notes tout à l'heure en début de plateau. Oui. C'est la sociologue qui prend des notes, j'entends bien. Mais... Toujours. Non, je crois qu'il y a une désorientation politique, intellectuelle, cognitive, émotionnelle des deux côtés. Mais je crois en effet, alors pour les gens qui travaillent en Israël, qui sont du côté de la paix, je pense qu'il y a plus de difficultés pour les soutiens à la cause palestinienne, il y a une désorientation qui est plus forte. Pourquoi ? Parce que depuis 1967, on va dire... La guerre des 6 jours. Voilà, on peut dire que quand même le Palestinien était considéré comme la victime
absolu. Le chantre des opprimés, hein, il était plus victime que celui d'Auschwitz, et y compris par la critique radicale. Et voici que, d'une certaine façon... Pardon, je ne sais pas s'il était plus victime que celui d'Auschwitz. En tout cas, il a été considéré... Je ne sais pas si on peut laisser dire ça. Non, mais en tout cas, dans la critique, il a souvent été considéré comme la victime absolue, si on pense au texte de Deleuze sur l'émancipation. Enfin, et maintenant, il semble en effet que le modèle se retourne. Voilà le Palestinien qui est considéré pour certains comme un nazi, hein, pour les Israéliens comme un nazi. Et maintenant, voilà que les Israéliens sont considérés comme les victimes. Et ce renversement, il est extrêmement troublant pour tout le monde. Je ne dis pas que les Palestiniens sont des bourreaux, hein, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que pour la critique et le militantisme de gauche, il y a eu un continuum quand même, jusqu'à la semaine dernière, de dire que le soutien à la cause palestinienne, il était absolu. Et Yohann-Sophie, vous voyez ce changement, vous aussi, s'opérer entre le moment où vous étiez sur place à Gaza et l'après 7 octobre, disons? Oui, c'est certain. Quand j'étais à Gaza, il n'y avait absolument aucun intérêt, ni pour la question palestinienne, ni pour les 2,5 millions de Gazaouis qui vivaient sous un blocus de 16 ans. Mais moi, il y a deux questions qui ne m'intéressent pas. Il y en a une seule qui m'intéresse. Ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est de savoir qui a commencé. Ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est de savoir qui est le plus grand des criminels. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on sort aujourd'hui de cette situation, comment on met un terme aux crimes qui ont lieu en ce moment à Gaza, et comment on donne un espoir à la population gazaoui. Ça, c'est réellement la question qui m'intéresse aujourd'hui. C'est une bonne manière de poser la question, selon vous. Enfin, qui a commencé, excusez-moi, mais on sait qui a commencé quand même. C'est-à-dire qui a commencé les crimes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Répondez à la question, et puis comme ça, Vous parlez du 7 octobre ou de la situation historique? Parce que ce n'est pas la même question. Non, de la situation de maintenant. Qui a commencé? Donc vous remontez au 7 octobre, oui. À 1948, à 2014, à 2018. Ce qui se passe en ce moment. Voilà, ça c'est la question qui vous intéresse, ça c'est la question qui m'intéresse. Oui, mais je m'interroge pour savoir pourquoi elle ne vous intéresse pas. C'est vraiment... Là, ça veut dire que le dialogue est très compliqué. Non, parce que... Devant la réalité. Parce que quand un crime est commis, il y a toujours une justification derrière ce crime. C'est-à-dire que les gens qui ont commis le crime du 7 octobre, et que les mots soient bien clairs, le 7 octobre, le Hamas a commis des crimes de guerre, voire un crime contre l'humanité. Mais la justification du Hamas pour ce crime, c'était soit les événements de 2021, durant lesquels il y a eu aussi des victimes civiles, ou celles de 2018 pendant la Grande Marche du Retour, ou celles de 2014, ou celles de 1967, ou celles de 1948. Et on peut remonter comme ça à l'histoire de l'humanité. Et donc c'est pour ça que moi, en tant que juriste, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre une qualification juridique sur des faits, et en tant peut-être qu'ancien membre de l'ONU, de dire comment est-ce qu'on trouve une solution politique, ce n'est pas mon rôle. Et comment est-ce qu'on obtient une justice? Ça, c'est là où moi, je pense je peux avoir un rôle. Frédéric Ancel. Oui, deux points. L'argument d'antériorité n'est jamais un argument d'autorité. Oui. Donc, de ce point de vue-là, oui. je rejoins le fait que ça ne sert à rien de remonter à Abraham et à Moïse, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. En revanche, là où je serai en désaccord, c'est sur le Hamas, dont la création en 1987-88 s'accompagne d'un texte fondateur, d'une charte, dans laquelle les Juifs, pas les Israéliens, les Juifs sont des singes et des porcs, d'une part, dans laquelle on trouve la qualification du judaïsme, pas d'Israël, du judaïsme comme étant une religion frelatée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'application, en quelque sorte, de l'idéologie fanatique de la branche radicale des Ikhwan, des frères musulmans, donc c'est-à-dire le Hamas, pendant les accords de paix d'Oslo. Nous avons un gouvernement israélien qui n'est pas d'extrême droite, qui est de gauche. Nous avons en face Yasser Arafat, voilà, le chef de l'OLP devenant chef de l'autorité palestinienne. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, ça négocie. Qu'un cas, c'est pas génial, c'est pas idéal, ça négocie. Le Hamas fait tout pour casser ce processus de paix. Il le fait d'ailleurs contre Israël, il le fait aussi contre l'autorité palestinienne. Et il perpètre il le fait par les attentats suicides. Oui, et notamment donc par des attentats suicides déjà sur la population civile. Et d'ailleurs, il va contribuer, ce Hamas à l'époque, alors j'ai bien contribué, on ne refait pas l'histoire, mais contribuer activement malheureusement à casser finalement la tendance du processus de paix. Et fin mai 1996, il y a des élections en Israël tout à fait cruciales, à force d'avoir...
Entre-temps, Rabin a été assassiné. Rabin a été assassiné, et à force Par un d'avoir extrémiste israélien, absolument, et à force d'avoir tapé sur la population civile israélienne, le Hamas a contribué, je dis bien contribué, il y a d'autres facteurs explicatifs, à mettre Netanyahou au pouvoir. Donc le Hamas, en réalité, a toujours joué la politique du pire. Je ne parle pas des Palestiniens, je ne parle surtout pas de l'autorité palestinienne, je ne parle pas de l'OLP, je parle du Hamas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui remonte, pour le coup, qui remonte à avant 2021, 2020, 2014, et qui remonte au processus de paix et à la création du Hamas. Est-ce que je peux juste clarifier quelque chose? Bien Parce sûr. qu'on parlait des mots. Dire Hamas, c'est le prononcer à l'israélienne jusqu'à preuve de contraire. Le Hamas est un mouvement palestinien. C'est l'acronyme de Harakat Mukawamat al-Islamiyya. Voilà, donc il y a prononcé à la française, qui veut dire mouvement de résistance islamique. Hamas, le mouvement de la résistance islamique. Voilà, c'est un acronyme. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, moi, ce que j'entends depuis Mais pardon, est-ce que c'est important quelques années... ou est-ce que si on s'arrête là sur la prononciation des mots, alors vraiment la discussion sera impossible? Non, c'est juste parce que comme ça, on permet de poser au moins les termes du débat. C'est-à-dire que prononcer Hamas... À Gaza, personne ne prononcera Hamas. C'est un mouvement palestinien. On n'est pas à Gaza. Hein. On n'est pas à Gaza, mais on parle d'un mouvement palestinien. On parle d'un mouvement palestinien. Est-ce qu'on pourrait le prononcer? On est à Paris. Est-ce qu'on pourrait le prononcer comme, alors je vais pas, moi je le dis très mal, par exemple. Karim, vous pourrez le dire. On peut dire Hamas déjà, ni H, ni Ha, ni Ha, mais je ne pensais pas qu'on ferait un cours de prononciation. J'ai le sentiment que ce débat s'engage de manière plus tendu que ce qu'on imaginait, mais ce qui montre aussi peut-être la situation, Anna Assouline. Oui, je pense que tout le monde marche beaucoup sur des œufs, et en même temps, je crois qu'on en avait parlé, mais il y a le sujet des mots, de la sémantique, c'est aussi le sujet de bien nommer les choses, de regarder les réalités pour ce qu'elles sont. Le fait de nommer les choses, de les nommer correctement, ça n'est pas ni relativiser des réalités par rapport à des autres, je pense qu'on a un problème, on a le sentiment que si on parle de quelque chose, on occulte une autre réalité, on a le sentiment qu'une indignation en annule une autre, on a le sentiment finalement que nos chagrins ne sont pas en partage mais qu'ils sont en concurrence, et je crois que c'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à avoir un débat même sur la base des faits, puisqu'on n'est que finalement dans des affects. La réalité, c'est qu'on n'arrive pas à parler de ce sujet sans affect. On peut faire des débats géopolitiques, etc. Mais je crois que ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est que personne finalement ne regarde la réalité concrète de ce conflit sans y engager des projections, des fantasmes, des choses qui ne sont pas tellement pragmatique finalement. Ça agite des passions chez chacun d'entre nous pour des raisons différentes. C'est plus ou moins légitime, effectivement, si on est connecté de manière concrète à ce conflit, comme les Karim par exemple, ou comme d'autres peuvent l'être, ou comme, comme des gens qui travaillent sur le terrain ou qui ont de la famille là-bas, ou en l'occurrence c'est mon cas aussi. Donc mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas du tout aborder ce débat sans avoir conscience et sans admettre qu'on est tous pris dans des affects qui nous empêchent finalement d'avoir un débat sur les faits dépassionnés. Et c'est un peu ce que vous disiez aussi dans votre tribune, Karim Katan, que les affects, les émotions qui vous traversent, elles expliquent aussi votre difficulté à vous exprimer, la peur de s'exprimer. La peur, je pense que la peur est un affect aussi hyper important. Moi j'ai peur, et quand je dis que j'ai peur, c'est-à-dire que moi, Karim, j'ai peur pour ma sécurité. C'est très important, pour la sécurité de ma famille. C'est de là que je parle aussi. J'ai là tout votre famille qui est partout en Palestine. Ouais. Donc j'ai de la famille, j'ai un peu de famille à Gaza et de la famille en Cisjordanie. J'ai peur pour tout le monde. C'est important. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, vous avez peur que votre famille de Gaza soit bombardée. Par exemple. Par exemple. Voilà. Cela étant, je pense que la question des mots, elle me tient à cœur forcément parce que je suis écrivain, mais elle me tient à cœur aussi parce que c'est l'un des seuls réels outils que nous avons. En fait, la question de Palestine et Israël, c'est une question sur laquelle, en fait, il y a des mots de base qui décrivent la situation, des mots qui n'ont, si je ne me trompe pas été prononcés encore. Et en fait, si on ne pose pas ces mots, lesquels, on parle de rien. Il faut parler d'apartheid. Apartheid, c'est pas un terme que je lance, moi, comme ça, pour le fun. Apartheid, tel qu'il a été démontré par de nombreuses organisations de droits de l'homme, israéliennes... On a eu un débat sur le sujet sur ce plateau. Juste, le mot doit être là. Parce que si on ne parle pas d'apartheid, je ne sais pas de quoi on parle. Ensuite, colonisation.
il faut qu'on parle de la colonisation. En fait, on est dans un cadre de colonisation absolument féroce. On n'est pas dans... Parce que colonisation, ce n'est pas une abstraction. C'est une réalité. C'est une réalité qui régit la vie entière des Palestiniens et en fait régit la vie des Israéliens, puisque c'est un État colonial. Et en fait, à partir de là, si on ne parle pas de ça, en fait, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne comprends pas de quoi on parle quand on parle, vous savez, des événements, etc. Donc pour moi, c'est très important. Et je ne veux pas débattre de ces mots. Parce que si je dois parler à quelqu'un qui va me dire non, il n'y a pas de colonisation ou non, il n'y a pas d'apartheid, je suis dans l'erreur factuelle. Et moi, l'erreur factuelle n'a pas sa place pour moi, en fait. Sylvain Bull, là-dessus, est-ce que le paradoxe de ce moment, c'est que on n'a jamais autant nommé les choses, d'ailleurs des deux côtés, que depuis 10 jours, peut-être Est-ce que ce n'est pas ça l'un des paradoxes ? Oui, absolument. On n'entend personne ici, j'imagine, sur ce plateau ne va nier la colonisation. Sur le terme d'apartheid, il y a débat. Mais en effet, on a un problème d'étiquetage. On n'a pas seulement un problème émotionnel, on a un problème d'étiquetage du Palestinien, de l'Israélien et du conflit. Parce que moi, je pense qu'on peut mettre en parallèle les souffrances actuelles du peuple israélien qui sont inouïes, inimaginables, les souffrances du peuple palestinien de Gaza, l'occupation, mais on ne peut pas mettre en analogie le massacre génocidaire qui s'est passé le 7 octobre et la situation en Palestine. Et par ailleurs, on a un problème d'étiquetage. On ne peut pas mettre en parallèle ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'histoire. C'est pas du même, et c'est pas du même domaine. Précisons alors, pourquoi je crois qu'on ne peut pas accuser Israël d'avoir dans son histoire, Israël a martyrisé les Palestiniens, n'a pas commis de massacre génocidaire sur les Palestiniens. On ne peut pas dire les choses comme ça. C'est pour ça que je me demande ce que dit l'ancien procureur en Ukraine, qui est aussi... Vous voyez, c'est pour ça exactement que moi je disais... Le droit et la solution. Restons sur le droit et vers l'avenir. Moi je parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, éventuellement de génocide. Parce que ce sont les qualifications pénales. Parce que ce sont les qualifications. Le 7 octobre, c'est un crime de guerre et c'est un crime contre l'humanité. Ce qu'Israël est en train de commettre aujourd'hui dans la bande de Gaza, en coupant l'eau, l'électricité, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, c'est un crime de guerre à minima. C'est très probablement un crime contre l'humanité. Il y a même, vous avez probablement entendu l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo, qui a commencé aussi à parler de génocide, à la fois pour celui du 7 octobre et pour la situation actuelle à Gaza. Et donc, voilà, ça, ce sont des termes qui sont définis juridiquement par les conventions internationales et par le statut de Rome. Et c'est moi, en tout cas, les mots auxquels je me réfère et pas d'autres, parce que c'est ce qui est une base commune. Je voudrais qu'on reposer un peu la question que j'avais évoquée en introduction dans le sommaire, parce que est-ce que la cause palestinienne a été, oui ou non, entre guillemets, salie le 7 octobre dernier ? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, il y a eu beaucoup de tribunes ces derniers jours, je vais en citer 3 notamment. Le politiste Jean-Paul Chagnolot qui disait dans Le Monde « La cause palestinienne risque d'être ensevelie pour longtemps sous les cendres d'actes effroyables ». L'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud, c'était dans Le Point, qui lui parlait d'une défaite pour la cause palestinienne. Et dans Le Point, toujours, le romancier franco-marocain qui lui va encore plus loin et qui dit « Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée ». Qu'est-ce que vous dites, vous, Frédéric Ancel ? Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle a changé de nature ? Je pense que la cause palestinienne va être rehaussée si le Hamas est militairement neutralisé et détruit. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Beaucoup de Palestiniens se réfèrent au Hamas, d'ailleurs pour des raisons parfois pas militaires ou politiques, mais sociales, identitaires éventuellement, notamment pour les conservateurs et les traditionalistes musulmans, pourquoi pas. Mais en réalité, depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, pas contre Israël, Israël s'est retiré en 2005 totalement. Contre l'autorité palestinienne, légale et légitime en droit international, il y exerce une férule de nature totalitaire. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe en termes de soutien politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, on ne sait pas, ça. Ah non, mais c'est difficile de le savoir quand même. Il n'y a pas de référendum, pas d'élection, pas de sondage, c'est quand même extrêmement compliqué. Et la férule, elle est partout. La répression, elle est féroce. Maintenant, nous avons affaire, me semble-t-il, à une cause palestinienne qui doit absolument être défendu dans le cadre, je vais vous rejoindre, du droit international, qui a été porté par le processus de paix d'Oslo, qui a échoué pour des raisons, me semble-t-il, très très diverses, et des deux côtés, il y a eu des torts, et j'insiste... Et je précise pour dire que le Hamas, comme de l'autre côté, des ministres comme Ben Gvir,
sont ceux qui ont voulu la mort du processus de paix. Ils sont aujourd'hui au pouvoir, des deux côtés. Est un extrémiste au dernier. Non, mais je veux dire, c'est ceux qui ont tué Oslo sont au pouvoir des deux côtés. On est d'accord. Maintenant, la cause palestinienne, si elle peut, en quelque sorte, elle retrouvera ses lettres de noblesse avec la remise sur pied d'un processus de paix porté de son côté palestinien, par l'autorité palestinienne. Mais est-ce que ça, on peut le décréter? C'est une vraie question. Est-ce que ça peut être décrété de l'extérieur par les pays étrangers? D'un mot, mais c'est une certitude. À Gaza, il y a une seule entité politique qui a le droit international de gérer les affaires de ce territoire. C'est pas Israël, c'est pas l'Égypte, c'est l'autorité palestinienne. Et de ce point de vue-là, je crois pouvoir affirmer qu'en droit international, l'autorité palestinienne n'a pas, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais commis de crimes contre l'humanité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a même porté le processus de paix à plusieurs reprises avec plusieurs gouvernements israéliens. J'avais une question, excusez-moi, elle est très bête. Est-ce que les gens du Hamas, je ne sais plus comment il faut dire Hamas, Hamas, c'est comme ça. Hamas. Est-ce que les gens du Hamas sont-ils des Palestiniens? Alors on va la poser, il faut donner la parole. Oui, si vous me posez la question, bien sûr, ce sont des Palestiniens. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont une représentativité chez les Palestiniens. Et après le crime contre l'humanité du 7 octobre, qu'à mon avis, ils contestent énormément de Palestiniens. Le mouvement est né là-bas. Le mouvement national palestinien, il n'est pas né avec le Hamas, lui est né en 87. Non, il a commencé avant. Il a commencé en 87 dans la bande de Gaza. Marine Lovic. Je reviens sur l'histoire de la charte du Hamas. Elle a été amendée en 2017. J'ai couvert cette période-là. J'étais à Gaza. Je faisais mon travail de journaliste. J'interviewais des représentants du Hamas à ce sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas tellement... Mais elle a été amendée, on va préciser, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire du Hamas. Si vous voulez, c'était un petit ravalage de façade. Voilà. Oui. Le Hamas cherchait depuis plusieurs années, le bureau politique, en tout cas, à se refaire une figure devant la communauté internationale. Voilà. Et moi, j'ai travaillé pendant toutes ces années-là, qui était une opération communication, en sachant très bien qu'il s'agit de la branche politique. Là, quand on parle du Hamas, en fait, de la guerre qui est menée à Gaza, elle est menée par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et pas seulement la branche armée du Hamas. Oui, mais Ismaël Haniyeh, qui est à Doha, au Qatar, qui est le patron du Hamas, politiquement, a revendiqué. Les communiqués, ce ne sont pas les responsables du Hamas qui sont... un peu partout dans le monde. Pardon, mais est-ce que cette division, elle est utile aujourd'hui? Oui, on peut la comprendre, parce que là, en fait, il s'agit d'une brigade armée, et moi, je vous parle d'un mouvement politique qui essayait de changer son image. La charte a été amendée parce que le Hamas a fait ces efforts-là pour des questions, tout simplement pour avoir de l'argent, puisque la bande de Gaza, vous le savez très bien, non? Tous les accords avec les Qatars. Mais c'est alors de façade ou pas. Est-ce que comme n'importe quel mouvement, il y a des dissensions internes? Est-ce que le Hamas a été débordé par une certaine frange de sa branche armée, etc. Est-ce qu'il y a eu aussi une pression? Parce que moi, j'ai été à Gaza en mars dernier et j'ai vu. J'étais à Gaza en mars dernier, j'ai coécrit avec Joseph Confavreux pour Mediapart un papier sur la question du djihad islamique qui est un autre groupe qui est plus ancien que le Hamas, qui est on va dire un peu plus radical. Je ne sais pas comment. Je ne vois pas comment on peut être plus radical depuis le 7 octobre. Oui, mais sur une échelle, mais c'est très compliqué. J'entends bien. De l'expliquer. Enfin, si vous voulez, eux ne veulent pas arriver au pouvoir. Le Hamas, lui, est arrivé au pouvoir dans la bande de Gaza. Il se concentre sur l'aspect militaire. Moi, ce que je vous dis, ce que j'ai senti, ce que j'ai écrit, mon reportage, etc. Attendez, là, je vous parle d'un reportage que j'ai fait sur place. Je ne sais pas si autour de cette table ou ce salon, qui a été à Gaza. Voilà. Bon, moi, j'ai été à Gaza. Voilà. Bon, moi aussi. Récemment, voilà. Mais on ne va pas faire la compétition. Non, mais parce que c'est très compliqué d'aller à Gaza. C'est pour ça. C'est très, très compliqué d'aller à Gaza. Ce que je vous dis juste, c'est que le Hamas était de plus en plus contesté en interne. Il y a eu des mouvements sociaux de Gazaouis réprimés par le Hamas, qui est un régime autoritaire, comme le Fatah, l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Je voudrais poser la question à Karim Khattab, un régime autoritaire. Qui est peut-être nombreux à être allé à Gaza, mais c'est le seul qui est palestinien sur ce plateau. Quand la question de l'or qui était, est-ce que le Hamas, au fond, je vais la poser un peu différemment, incarne les Palestiniens aujourd'hui? En tant que Palestinien, qu'est-ce qu'on répond? Désolé, mais c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je suis qui pour dire ça? Moi, j'en sais rien. Moi, les Palestiniens
ne sont pas un monolithe, d'autant que nous sommes divisés par l'apartheid en une variété de réalités administratives si différentes qu'entre moi, palestinien de Cisjordanie, alors qui en plus a son petit passeport français qui lui permet d'être ici ce soir, un Palestinien de Gaza, un réfugié dans un pays arabe, un Palestinien d'Israël, un résident de Jérusalem. On n'est pas les mêmes, enfin on est une nation éclatée en archipel. Donc je ne vais pas dire, et puis cette question n'a aucun sens. Cette question n'a aucun sens, je suis désolé, mais vraiment elle n'a aucun sens. Il faut quand même d'abord, oui, restons, je suis le seul Palestinien ici ce soir, c'est quand même, il faut le dire, je pense qu'il faut passer un instant sur cette question. Pourquoi je suis le seul Palestinien ici ce soir? Ça veut dire qu'à ma charge, en fait, sur mes épaules, repose la responsabilité de contrecarrer quand on dit des choses. Quand on dit, oui, Israël s'est retiré de la bande de Gaza, ce qui est vrai par ailleurs, enfin, on dit ça, mais on ne dit pas qu'il y a un siège absolument extraordinaire sur la bande de Gaza depuis des années. Là, c'est pas hier qu'il a commencé. Le blocus n'a pas commencé le 7 octobre. Oui, le blocus a commencé en 2007. 2007 officiellement. Et juridiquement. Et avant, je le sais bien, vu que moi aussi je suis allé à Gaza, la dernière fois que j'ai pu aller à Gaza, je peux vous dire que c'était il y a longtemps. C'est important. Encore une fois, voilà, sauf que c'est à moi de dire oui, non, mais ils se sont retirés. Non, c'est pas qu'à vous. Non, j'en parle sur ce plateau. Mais je veux dire, c'est important aussi à un moment de se dire, mais c'est comme, en fait, tous ces mots sont lancés comme ça, et puis ils seront dans l'air. Non, il y a un siège à Gaza, et moi je ne vais certainement pas dire ce que les Palestiniens pensent ou ne pensent pas du Hamas. Je peux parler pour moi, je peux parler pour peut-être des gens à qui je parle, et encore, je peux parler pour moi, mais cette question, je ne veux pas être le porte-parole. Alors je vais la poser différemment, désolé, en essayant de ne pas être trop stupide, mais est-ce que, en tant que Palestinien, on se sent quelque part affaibli, je disais sali, par ces actes du Hamas, parce que si vous n'êtes pas militant du Hamas ou sympathisant du Hamas, on peut légitimement se dire, en fait, ça ne me représente pas et j'ai besoin de le dire. C'est ça ma question. Oui, bien sûr, mais alors certainement. Moi le massacre perpétré dans la rave party, je trouve ça absolument monstrueux. Il n'y a pas de question là, pour moi. Aucun, zéro. Je suis très clair sur ça. Affaibli ou pas, je sais pas, j'aurais pas, mais je sais pas, je veux dire au sens où j'aurais juste peut-être pas l'arrogance de faire une analyse politique de ça maintenant, parce que je sais pas trop en fait ce qui se passe. Donc dans ces termes-là, je sais pas, j'en sais rien. Qualifier ça, cet acte, ça, je peux le faire, oui, bien sûr. Mais vous avez remarqué que je ne vous ai pas demandé qualifier. C'est pas, non, mais c'était pas ça ma question. Je le donne volontairement, ça. Oui, un mot géopolitique, vous m'en excuserez, sur le siège. Oui, bien sûr, par Israël, bien sûr. Donc, au sud, il y a un pays qui s'appelle l'Égypte. Alors, si vous voulez, absolument tout peut passer par l'Égypte, si l'Égypte le veut bien. L'Égypte, qui est un pays arabe. L'Égypte ne laisse rien passer. Israël, pas grand-chose. Le pas grand-chose, imaginez, inversons le postulat. Au regard de ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi voulez-vous, mettez-vous à la place juste une seconde des Israéliens, pourquoi voulez-vous éviter de placer des barrières, des murs, des barbelés qui valent ce qu'ils valent, c'est en réalité pas grand-chose, dans la mesure où le Hamas est capable de perpétrer le massacre de nature génocidaire du 7 octobre. C'est-à-dire que, alors que pour l'Égypte, a priori, ça pose quand même un tout petit peu moins de problème, encore que le Hamas a laissé perpétrer des attentats djihadistes dans les années 2010, en plein ramadan, contre des policiers et des militaires égyptiens. Voilà, c'était juste pour rétablir une réalité, mais sur le fond, je ne conteste pas le fait qu'il faut à terme, et je crois que je rejoins ce que vous avez dit en parlant d'avenir tout à l'heure, que de toute façon, il y a deux peuples, il faut deux États, que Gaza sera partie prenante évidemment de l'État de Palestine, c'est une certitude. Et quant à la Cisjordanie, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, vous avez évoqué tout à l'heure la colonisation. Oui, mais déjà une fois en 1982, les Israéliens, c'était un gouvernement nationaliste, c'était Menachem Begin, qui n'était pas une colombe, a dégagé en 2 semaines les 8 implantations et les 3000 colons du Sinaï. Vous allez me dire, oui, mais c'est l'Égypte, c'est différent. De Gaza, les Israéliens en 2005 retirent 20 implantations
et 8000 colons. C'était qui? C'était Ariel Sharon. C'est quand même pas une grande colombe non plus à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que, et l'opinion israélienne était pour. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que ça a été fait par des leaders de droite israélienne, ça peut être fait par Netanyahou demain. Alors, pas Netanyahou, ça m'étonnerait parce que Netanyahou, c'est fini. Là, pour le coup, notamment du fait du 7 octobre, ça, je peux vous garantir que son gouvernement et lui-même, à la prochaine commission d'enquête qui est en train de se mettre sur place, c'est terminé. Mais ça peut très bien être fait, ça a déjà été fait 2 fois, ça peut être fait dans le cadre d'une rectification de frontières et de négociations très souveraines entre autorités palestiniennes et Israël, pardon d'y revenir, à la façon des accords d'Oslo. On avance dans le débat. Est-ce que parfois, on rappelle ce qui s'est passé en 1973, la guerre de Kippour, qui 6 ans après a donné les accords de Camp David entre Sadat et Israël et Begin. Des atrocités parfois naissent aussi des espoirs. Bon, est-ce que vous faites une drôle de tête, Sylvain Bull? Donc vous dites d'être beaucoup moins optimiste que Frédéric Ancel. Non, je suis optimiste d'une autre façon. Moi, je ne crois pas vraiment à la géopolitique, je crois à la diplomatie du quotidien. Là où on peut voir des sociétés plurielles, alternatives énergétiques. C'est pour ça que vous en appelez à un sursaut palestinien? Évidemment, parce que, à nouveau, on entend tout le monde entend qu'il y a un blocus à Gaza, on le sait, même les Israéliens le savent. Mais à nouveau, on a un problème d'étiquetage sur Hamas. Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est quelqu'un qui gère, qui gouverne une population. C'est pas rien quand même de gouverner un territoire. Ça veut dire que quand même, à un moment donné, il faut que le peuple de Gaza, on ne parle pas de Cisjordanie, s'émancipe aussi de ce joug-là. La lutte de l'émancipation palestinienne, elle passe en interne. Il y a des sociétés alternatives, vous le savez, à Gaza, il y a des artistes, il y a des étudiants qui ne veulent pas retourner à Gaza. Il faut à un moment donné aussi parler d'une diplomatie du quotidien, que des sociétés se donnent les moyens de leur liberté, parce que cette liberté est méprisée par Hamas, on le sait. Les homosexuels, beaucoup, les artistes, même s'il y a une vitalité artistique à Gaza. Yohann Soufi, sur cette question-là, est-ce que la population de Gaza, que vous connaissez bien, pourrait avoir ce sursaut démocratique dont parle Sylvain Bull? Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel vous vous positionnez ou pas? C'est difficile à dire. Moi, quand j'étais à Gaza, bien sûr, je parlais de la vie quotidienne, je parlais de politique. Et les gens, vous savez exactement, c'est pas un monolithe. C'était une diversité importante avec des opinions et qui sont changeantes. Je veux dire, le lendemain d'un bombardement israélien, ils n'avaient pas la même position que la veille, au moment où la simple chose qu'ils voulaient, c'était du développement économique, ou aller au cinéma, ou je ne sais pas. Mais voyez, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça fait 45 ou 50 minutes qu'on a commencé. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a parlé beaucoup de mais qu'est-ce que le Hamas? Comment est-ce qu'ils ont commencé? Et on ne parle pas du tout de, aujourd'hui, pendant les 50 minutes dont on a parlé, il y a probablement une dizaine d'enfants qui sont morts de soif, qui sont morts de faim. Et donc, moi, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce que... Oui, il y a un blocus, mais les camions, l'eau, l'électricité, l'eau, la nourriture doit rentrer. Comment est-ce qu'elle rentre? Vous avez dit que ça ne pouvait pas être par Israël. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut aider l'Égypte à ouvrir Rafah? Parce que... Rafah, c'est le point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. Parce que il y a différents acteurs. Et donc, pour que l'Égypte ouvre cette porte, il faut que l'ensemble des acteurs se coordonnent. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, qu'aujourd'hui, l'urgence absolue, elle est d'aider les Palestiniens de Gaza. Et demain, on discutera bien évidemment un processus mémoriel, un processus historique, un processus politique et diplomatique. Oui, Anna Souline d'abord. Évidemment, je rejoins ce que vous venez de dire. Je crois que l'urgence aujourd'hui, face à l'horreur qu'on est encore en train de voir, c'est d'abord de trouver une solution d'urgence pour protéger les civils et pour évacuer les civils de Gaza et pour faire venir l'aide humanitaire, etc. Et pour en revenir à la question plus globale, qui effectivement est une question qui viendra quand on sera sorti de cette situation que nous vivons maintenant depuis plus d'une semaine, c'est quel horizon pour la cause palestinienne. Et je crois que il faut peut-être qu'on change un petit peu nos grilles de lecture, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer d'opposer la défense de la cause palestinienne d'un côté et de l'autre la défense de l'État d'Israël, de son droit à exister, etc. Il faut qu'on comprenne que le destin de ces deux peuples est totalement lié, imbriqué. Et on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre. Et j'aimerais d'ailleurs vous citer ce soir un militant palestinien extraordinaire qu'on devrait entendre plus souvent, qui s'appelle Ali Abou Awad, qui est donc
un militant qui a perdu un frère, qui a été assassiné par un soldat à un checkpoint, qui ensuite a participé à la première intifada, qui a voulu se venger, qui a fait de la prison, etc. et qui a un parcours extraordinaire de résilience et qui dit on est comme deux Siamois bloqués dans un même corps. Et si on ne comprend pas, en fait, à un moment donné, que nos destins sont totalement liés l'un à l'autre, on ne s'en sortira jamais. Et donc, si on comprend ça, on comprend aussi qu'une des conditions premières, peut-être avant même de parler de toutes les questions géopolitiques, etc., la première question, je crois, c'est la question de la reconnaissance de la légitimité de l'autre. Si on a des deux côtés des gens qui nient l'identité de l'autre, sa légitimité et son existence, et c'est le cas aujourd'hui, on ne pourra avancer sur rien, sur aucun plan concret politique, sur aucune solution Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça la base, peut-être, de tout, y compris dans nos débats extérieurs, cette question de reconnaissance de la légitimité et de comprendre, encore une fois, que les destins de ces deux peuples sont liés. Je reprends juste la phrase. On est comme deux Siamois liés dans un même corps. Karim Katan, vous auriez pu la prononcer ou pas? Absolument, d'ailleurs, mais peut-être, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais je pense que c'est quelque chose, tu l'as dit un peu au début, c'est quelque chose dont on doit parler peut-être dans quelques semaines, mais je te rejoins. Bien sûr. Mais je te rejoins d'autant plus que, par exemple, moi j'ai aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais globalement, en général, j'ai pas mal d'espoir. Il y a une solution politique qui, à moi personnellement, me semble de toute façon très claire et magnifique, et éthiquement et moralement et politiquement super. Je me sens déplacé de la dire là, encore une fois, aujourd'hui. Mais vous allez le faire quand même. Oui, c'est un État, évidemment. Enfin, tout le reste, c'est du blabla. C'est un État. Donc vraiment, le truc du Siamois, j'aurais pu le prononcer moi-même. Ce serait une victoire morale et politique extraordinaire, de toute façon. Un État. Qu'un État palestinien voit le jour. Un État un État binational. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'État où un État palestinien. Enfin, je veux dire, où c'est pas un État binational. Alors, je dis ça sous couvert de... Ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Mais sous couvert de... il faut rêver, pardon. Bien sûr. Sous couvert de, là, tout de suite, aujourd'hui, ça me paraît un petit peu déplacé, mais oui, tout ça pour dire, même si on n'a peut-être pas les mêmes solutions politiques en tête, je pense que cette question-là, en tout cas, elle est... oui, quelles que soient les solutions, bien sûr, tu as raison, et quelles que soient les... Vous avez raison. Non, mais vous avez le droit de jouer. Non, mais je veux dire, quelles que soient les solutions politiques, et j'espère évidemment de tout mon cœur qu'elles arriveront, elles n'arriveront jamais tant que les gens se détesteront, tant qu'ils nieront l'existence et de l'autre. Je veux dire, on peut continuer à parler, personne ne votera pour quelqu'un qui va un jour s'asseoir à une table de négociation, tout le monde continuera d'être dans cette surenchère de la haine, tant que les gens nieront l'existence de l'autre, nieront sa légitimité, etc. Donc, il n'y aura pas de paix politique tant qu'il n'y aura pas de coalition entre les peuples. Et donc, c'est pour ça, moi, que je crois que c'est peut-être aussi ça, un de nos horizons aujourd'hui, dans le chaos qu'on est en train de vivre, c'est de se dire qu'on est arrivé au bout c'est un aveu d'échec. Enfin, il n'y a pas de plus grands aveux d'échec que ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. Donc, il va falloir qu'on change nos manières d'analyser ce conflit. Il va falloir qu'on redonne peut-être plus de voix et plus de poids à ces acteurs-là. Et je parle des militants palestiniens et israéliens qui travaillent pour la paix et pour la justice. Et il n'y a que comme ça qu'on va réussir à pouvoir se projeter dans un avenir. Je voudrais qu'on reste sur cette thématique-là. Je ne sais pas ce que Laure voulait dire, mais... Non, je voulais dire que dans le journal Le Monde, publié aujourd'hui, il y a un très bel appel que vous avez peut-être lu, qui s'intitule « Est-ce qu'une vie vaut une autre vie ?» Et je voulais vous dire que je comprends complètement votre douleur, votre souffrance d'appartenir à ce peuple qui est massacré en ce moment même où nous parlons. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais je voulais dire aussi, à propos de littérature, puisque vous êtes un écrivain, qu'il y a aussi des écrivains en Israël, notamment cet immense David Grossman, qui a publié un article remarquable, bouleversant, qui appelle aussi à une reconnaissance des deux États, à une paix imaginable, et qu'effectivement, vous êtes nombreux, même si vous êtes très minoritaires en ce moment dans les opinions publiques sur le terrain, étant donné la tragédie qu'il se produit, mais en tout cas, le mouvement pour la paix, il a existé pendant des décennies, il existe peut-être encore dans les mentalités, même si c'est assez inaudible en ce moment, il y a des pistes d'espoir. Et là, Frédéric, je rejoins votre optimisme, en tout cas votre pensée, et je vous rejoins aussi juridiquement. C'est peut-être pas le moment, mais c'est pensable et possible. Frédéric Ancel, et puis on continuera le tour de table là-dessus. Vive la frontière.
Bien évidemment. Vive la séparation, bien évidemment. Non mais je suis tout à fait sérieux. Pardon, le géopolitologue revient mettre son grain de sel. La grande majorité des Palestiniens ne veulent pas d'État binational. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les Israéliens. Ils veulent vivre leur indépendance en tant que peuple palestinien. C'est parfaitement légal et légitime. Les Israéliens veulent vivre leur indépendance, qu'ils ont déjà d'ailleurs depuis 1948, en tant que peuple israélien. Vous mettez une très bonne frontière entre parenthèses. Je dis vous mettez, mais eux ont déjà commencé à le négocier dès 1993. Et une frontière, vous savez, n'a pas vocation à être fermée. Une frontière est fermée à condition que de part et d'autre, on souhaite la fermer. Elle peut parfaitement être ouverte. Et si chacun veut qu'elle soit fermée, elle sera fermée. Vous savez quoi? Il vaut mieux une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Le côté État binational, on est tous des brothers, on est tous des frères. Et en réalité, c'est une solution qui vient de l'extérieur. Moi, je la trouve très belle humainement. Je vous rejoins humainement. Sauf que l'humanité, c'est super sympa. Puis après, vous avez des réalités sur le terrain. Vous dites il n'arrivera pas si on le veut. Les deux États. Et là, je pense qu'on est sur une véritable condition pour la paix entre ces deux peuples. Ouais. Marine Lovic. Moi, je Quand Frédéric parlais du reflet de ce que l'État binational, les Palestiniens de Cisjordanie ou même parfois de Gaza ou de Jérusalem, il ne faut pas les oublier non plus, qui n'ont pas de nationalité, qui sont apatrides. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, j'ai compris. Penchent de plus en plus pour une solution binationale. Ce qu'ils veulent, c'est la justice et l'égalité. Sans parler de la paix, évidemment. La paix, c'est évidemment un présupposé. Parce qu'une frontière, évidemment, elle peut fermer, mais elle peut aussi enfermer. Et on le voit avec ce qui se passe, actuellement. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui me semble très important. C'est que là, il faut que ça s'arrête, quoi. Il s'agit d'une guerre de civils, entre civils. Il y a eu le massacre du 7 octobre, le massacre qui est en cours à Gaza. On est quand même à la veille d'une opération militaire terrestre. Israélienne qui engage énormément de réservistes. Effectivement, ils sont engagés dans l'armée, mais ce n'est pas une armée de métier. C'est pour ça que vous dites, vous dites civil contre civil. C'est une guerre, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de civils. Et il faut que ça s'arrête. Enfin, moi, en tant que journaliste, j'ai de plus en plus de mal à voir le décompte des morts. J'ai même du mal à voir des images que normalement je devrais voir pour les traiter. Je ne peux plus. Et en tant qu'humaine, tout simplement, je ne peux plus. Il faut que ça s'arrête. Et là, à Gaza, on est en train de... Enfin, l'eau n'arrive même pas à rentrer. On parle de 24 heures, enfin, il y a encore 3 ou 4 jours de nourriture. Il faut préciser ce que ça signifie si l'eau ne rentre pas, d'un point de vue humanitaire. Ça veut dire que les femmes qui sont dans le dernier jour de grossesse... Si j'ai pas d'eau pendant 2 jours. Non, mais et encore, vous allez peut-être tenir plus que 2 jours, mais on parle de 4 à 5 000 femmes qui sont dans le dernier mois de grossesse, on parle de tout ça, si on parle très concrètement de ce qui se joue sur place. Bien sûr, on parle de ça, on parle de malades qui n'ont plus d'accès aux médicaments, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'ambulance. Donc effectivement, on parle d'une catastrophe humanitaire qui arrive, qui est déjà là. Donc voilà. Il y a un pont humanitaire qui est déjà en train qui a été négocié d'ailleurs avec l'Égypte, parce que tout à l'heure on l'a évoqué. Ça peut passer évidemment que par l'Égypte. L'Égypte a fini par accepter d'ouvrir sa frontière uniquement pour le passage de l'eau dans une large mesure du gaz et l'électricité, heureusement. Mais l'Égypte craint comme la peste, pardon d'y revenir. Qu'est-ce qu'elle craint comme la peste, l'Égypte? Pas l'afflux de réfugiés palestiniens, ça, oui, mais enfin, globalement, on peut se débrouiller techniquement et logistiquement à un certain moment. Elle craint la pénétration d'un Hamas qui, à l'époque, avait commis beaucoup de dégâts dans le Sinaï. Je rappelle que le maréchal al-Sisi, il a mis les frères musulmans en prison. Donc, si vous voulez, en Égypte, on est le Hamas sont les alliés des opposants évidemment. À al-Sisi. Juste sur la question, on parlait des États et vous vouliez parler de l'avenir. Ce qui était, je trouve, très intéressant. Sans nier, vous avez eu raison de nous rappeler ce qu'est la situation humanitaire sur place. Oui, parce que vraiment. moi, je veux juste être très, très concrète. Là, les témoignages que je reçois, il y a quand même des centaines de milliers de Gazaouis qui ont été déplacés du nord au sud. On parle d'1 million. Oui, enfin, c'est toujours difficile à quantifier. Déjà, en temps normal, c'est difficile à quantifier. Donc moi, je ne me risque pas sur les chiffres, quoi. En revanche, là, je vais vous parler de chiffres. Les témoignages que je reçois, c'est, notre vie est sauve parce que on s'est déplacé du nord au sud, mais on est à 52 dans un petit appartement, on est à 82 dans le jardin. Enfin, voilà, moi, c'est des témoignages comme ça que je reçois. Et j'ai besoin, je suis désolée, de revenir un peu sur des choses un peu terre à terre. Là, il y a quand même une urgence humanitaire, quoi. Mais vous avez raison de le rappeler, et je pense qu'on peut discuter des deux ce soir, c'est-à-dire que de l'avenir qui peut être un tout petit peu un coin de ciel bleu dans ce moment horrible. Mais vous vouliez réagir là-dessus, Yohann Soufi, sur la question.
peut-être pour un coin de ciel bleu, ce que je peux dire à vos téléspectateurs, c'est que pour ceux qui ont vécu à Gaza et qui avaient la chance, comme moi, qui n'était pas la chance de mes collègues palestiniens, c'est que toutes les 3-4 semaines, moi j'allais passer mon week-end à Tel Aviv, et aller de Tel Aviv à Gaza quand vous êtes un privilégié comme moi qui avait un statut diplomatique, c'est 45 minutes en voiture. Et donc, et vous savez, je rentrais, il y avait toujours des questions. Oh, mais oui, Jaffa, regardez, j'ai gardé la clé de ma maison. Parce que parce que Jaffa, c'est le port. C'est le port de Tel Aviv. Et donc, mes collègues palestiniens avaient aussi cette histoire de la maison à Jaffa. Ils me disaient, ah, mais est-ce qu'il est encore là, le restaurant de falafel ou de hummus? Parce que au final, c'est la même nourriture, c'est la même... Et donc, c'est là où peut-être j'ai quand même un peu d'espoir. Mais c'est intéressant de rappeler que vous mettiez 45 minutes à Tel Aviv et que vous n'avez pas pu rentrer là-bas depuis je ne sais pas combien d'années. Et que mes collègues palestiniens de Gaza n'avaient pas vu leur famille en Cisjordanie depuis 20 ans. Gaza, c'est quand même l'un des derniers endroits au monde où la population, il y a toute une génération qui ne s'est pas déplacée de son lieu de naissance de seulement quelques kilomètres. C'est inimaginable. Tous ceux qui sont nés, en gros, et donc, à partir des années 2000. Cet État, mais avec 2 territoires à condition qu'ils soient séparés, c'est compliqué. Oui, les États-Unis sont séparés aussi. Enfin, ça, c'est pas le plus compliqué. Sylvain Bull, s'il vous plaît. Oui. Non, je voudrais juste revenir justement sur la frontière. Nous avons un très grand philosophe, sociologue, Georges Simmel, qui avait donné une définition quand même admirable de la frontière. Ce sont 2 bords qui se touchent, qui ne se ferment jamais et qui sont toujours interdépendants. Nous avons connu ça. 1993-2005, nous allions partout. Gaza est une ville extraordinaire. On pouvait aller jusqu'à Beyrouth. Était une ville extraordinaire du Levant, etc. Moi, ce que je note, puisque comme tout le monde ici connaît... Ces années-là, j'ai jamais pu faire ce genre de déplacement. Oui. Il faut dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand même, ce que l'on peut noter, évidemment que vous n'avez jamais pu faire le même déplacement, mais pour ceux qui le faisaient, on peut remarquer aussi ce qu'on appelle, ce que j'appelle la normalisation des esprits, a énormément diminué. Avant, ça veut dire qu'avant, nous avions dans les universités des rapprochements entre Palestiniens, Israéliens, Palestiniens de Jérusalem, dans les milieux politiques, dans les milieux littéraires, dans le milieu artistique. Nous avons connu une faune interculturelle énorme. On connaissait l'autre. C'est ce que vous dites. Absolument. Et avec des vrais on estimait l'autre. Et c'est... Moi, je les connais, je les vois, les soldats, tous les jours. C'est au minimum, Non, mais sur ce que dit Sylvain Bull, qu'avant, et c'est peut-être pas votre génération, ou je ne sais pas quel âge vous avez, Karim. J'ai 34 ans. Donc je suis vraiment de la génération qui a subi de plein fouet toute la catastrophe d'Oslo. C'est-à-dire que vous êtes né en 89. Exactement. En gros. Donc j'ai fait rapidement ce calcul. Mais est-ce que ceux qui sont un peu plus âgés que vous racontent ces moments où, bien sûr, où ils connaissaient la société civile israélienne? D'ailleurs, même ce qui est assez intéressant... Je la connais, la société civile quand même israélienne, mais c'était une petite blague. Non, je sais. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de se rendre compte que quand je parle même, disons, à la génération de mon frère, qui a quelques années de plus que moi, en fait, c'est comme si nous n'avions pas grandi dans le même pays. Donc moi, j'ai grandi dans un pays qui est en fait la Cisjordanie, qui est à peine un pays. Mon frère, à son époque, connaît l'entièreté de ce pays. Donc vraiment, même à ce stade-là, on parle pas de la même réalité territoriale, ce qui fait, même en termes effectivement, de connaissance de soi, de l'autre, mais et de soi aussi, parce que la mobilité, c'est une condition de la pensée aussi. Ça a changé, même sur 12 ans, par exemple, et même moins que 12 ans, bien sûr. Oui, ce qui est intéressant, ce sont cette mosaïque de réalité palestinienne. Tout à l'heure, on évoquait un terme d'apartheid. Je pense qu'il fait débat, et moi, je considère qu'il n'y a pas d'apartheid. On peut toujours en discuter. Dans tous les cas de figure, au Liban, par exemple, les Palestiniens sont interdits de 37 métiers. En Syrie, pendant la guerre civile, terrible guerre civile menée pour l'essentiel d'ailleurs par Bachar el-Assad au pouvoir, d'anciens camps de réfugiés palestiniens dans la banlieue de Damas ont été littéralement écrasés dans l'indifférence du monde. En Jordanie, ça se passe moins mal. On a vu qu'en Égypte, lorsqu'il y a une pression ou la guerre, malheureusement, une nouvelle fois à Gaza, l'Égypte n'ouvre pas sa frontière. En revanche, vous avez évoqué à juste titre les Palestiniens d'Israël. Ils sont environ 2 millions. Alors, ils sont, d'un point de vue identitaire, évidemment, pris dans un maelstrom. C'est compliqué parce qu'ils ont un passeport israélien. Le plus souvent, d'ailleurs, ils sont tout à fait loyaux. Et on le voit aujourd'hui, notamment dans le système hospitalier à l'État d'Israël. Il n'y a pas d'attentat de Palestiniens d'Israël contre des Juifs d'Israël. Et en même temps, ils se sentent palestiniens, ce qui est parfaitement légitime. Donc, il y a, me semble-t-il, une réalité palestinienne moyen-orientale. Et encore, je vous passe le Qatar, où ils étaient, le Koweït, pardon, où ils étaient avant la guerre du Golfe, où ils sont souvent en Arabie Saoudite ingénieurs, parfois en Occident, etc. Donc il y a une réalité multiple. Et pourquoi est-ce que vous précisez ça ?
Je le précise parce que je pense qu'à terme, il doit absolument y avoir pour tous ces Palestiniens la possibilité, s'ils le souhaitent, de vivre dans un État indépendant, dont la souveraineté ne serait pas double, triple, multiple ou que sais-je encore, mais dont la souveraineté serait spécifiquement palestinienne aux côtés d'une souveraineté israélienne. Je ne vous ai pas entendu sur cette question des frontières et de l'État, Anna Assouline. Vous avez aussi marché, vous étiez, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début de semaine dernière, avec des femmes israéliennes, palestiniennes, vous étiez sur place jusqu'au vendredi soir, donc la veille des massacres du 7 octobre, vous êtes rentré à Paris la veille. Ces femmes palestiniennes avec qui vous étiez, qu'est-ce qu'elles vous disent? Quels sont les messages que vous recevez d'elles aujourd'hui d'ailleurs? Alors, moi, pour être totalement honnête avec vous, je suis en cheminement sur ces questions. Moi, j'ai grandi, donc j'ai à peu près le même âge que Karim. J'ai grandi avec la génération de mes parents qui ont connu les espoirs d'Oslo, qui ensuite ont vécu la mort de Rabin, etc., avec cette idée que le seul horizon de paix possible dans cette région, c'était 2 États. Donc c'est ce que j'ai toujours porté, ça a toujours été pour moi l'horizon possible. Aujourd'hui, je parle avec des militants palestiniens et israéliens et je vois qu'émergent de nouvelles idées de solutions. Donc, l'État binational, effectivement, moi, j'ai pas rencontré beaucoup de militants, en tout cas de militants qui travaillent main dans la main entre Israéliens et Palestiniens qui le défendent, mais il y a cette idée aussi de confédération qui, de plus en plus, est quelque chose qu'on peut entendre. Par exemple, Ali Abou Awad, c'est la ligne qu'il défend. Donc, et puis pour ces femmes palestiniennes et israéliennes, et je crois que moi aujourd'hui, je m'inspire un petit peu de cette modestie qu'elles ont vis-à-vis de ces questions. Elles, justement, elles disent, on ne dit pas quelle sera la solution. On veut déjà pousser nos dirigeants à se mettre autour d'une table de négociation, préparer la société civile à avoir envie un jour de vivre ensemble, de se connaître, etc., parce que ça part de là. Et quelle que soit la solution que signeront nos dirigeants ou dirigeantes, parce que ça nous ferait du bien aussi peut-être que ça change un petit peu. C'est vrai qu'on n'a vu aucune femme sur aucune des photos depuis. À partir du moment où elle sera signée de manière bilatérale, on la suivra et on l'acceptera. Voilà ce que disent ces femmes voilà. Donc moi, je suis plutôt dans cette ligne-là. Aujourd'hui, vu l'état d'enlisement de ce conflit, quelle que soit la solution à partir du moment où elle sera signée de manière bilatérale et où elle garantira pour ces 2 peuples un avenir de sécurité, de liberté et de dignité, je la soutiendrai. Ce que j'entends quand même, où que vous vous situiez, et quel que soit l'endroit d'où vous parlez, c'est quand même une forme d'espoir à partir du moment où la situation humanitaire ne sera plus ce qu'elle l'est et où les sentiments seront passés du ventre au cœur ou à la tête. En tout cas, où le sentiment de rage sera passé. Laure voulait reprendre la parole. Non, j'avais une question aussi pour Frédéric, c'est de savoir, par rapport à cette tragédie qui se produit en ce moment même où nous parlons, où des civils sont tués dans la bande de Gaza, est-ce que si Netanyahou n'avait pas été le Premier ministre, est-ce que cette attitude du gouvernement aurait été la même? Est-ce que ce bombardement atroce des populations civiles de Gaza est-il un véritable moyen d'éradiquer le Hamas? C'est une question compliquée, mais je pense qu'après le choc du 7 octobre, n'importe quel gouvernement aurait riposté avec un nouveau paradigme, c'est-à-dire de manière extraordinairement massive. Pourquoi? Parce que les Israéliens, y compris à l'extrême gauche, jusqu'à Shalom Arshav, la paix maintenant, tous ceux qui descendaient dans la rue contre Netanyahou. Aujourd'hui en Israël, la première fois que je me suis rendu en Israël et dans les territoires palestiniens, c'était en 86. Et depuis, comme vous le savez, j'ai fait une grande partie de ma carrière universitaire là-dessus, sur ce conflit. Je n'ai jamais vu, entendu une telle détermination en termes d'unité, mais aussi en termes de revanche des Israéliens. À un point, je crois que vous n'imaginez pas. Ça veut dire que, Netanyahou ou pas, l'opinion est derrière. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement est considéré au jour du 7 octobre? Aujourd'hui, ça nous donne l'Union nationale, c'est un petit peu différent. Mais au jour du massacre absolu, est-ce qu'il était considéré comme compétent ou pas? La vérité, c'est qu'il ne l'était pas. Et aujourd'hui, la grande majorité des Israéliens, y compris à la droite de l'échiquier politique, honnissent ce gouvernement, composé pour une partie d'extrémistes, pour une autre partie d'incompétents, parfois les deux parce que malheureusement l'un n'est pas exclusif de l'autre, et Netanyahou est considéré comme ayant stratégiquement complètement échoué. Donc de toute façon, la question de ce gouvernement israélien et de la manière dont Thierry Post ne se posera plus. Et juste puisqu'on a parlé de ciel bleu et d'un moment d'espoir, si le Hamas est neutralisé militairement, je veux dire, si l'autorité palestinienne, avec l'aide internationale, parvient
et souhaite récupérer la gestion de la bande de Gaza, sachant dans quelques mois après la guerre, en tout cas, le gouvernement israélien, c'est une certitude, va tomber. Et d'après toutes les enquêtes d'opinion, depuis même déjà presque un petit peu moins d'un an, ça serait plutôt une coalition centriste qui se mettrait en place. Alors, tout redevient possible. Tout redevient possible, Karim Katan. On termine là-dessus ou pas? Vous me demandez Ouais, est-ce que ça vous va comme fin? Je vous ai vu prendre des notes, c'est pour ça que je ne savais pas si... mais il y a trop de choses. Mais tout redeviendra possible le jour où il y aura la fin de la colonisation, la fin de l'occupation et la fin de l'apartheid, la justice. Là, tout redeviendra possible, pour sûr. Bon, merci beaucoup. 1h04, on arrive à la fin de cette émission qui était passionnante, pas facile à mener, je vous l'avoue, mais qui était passionnante. Merci Anna Assouline, merci Marine Vlahovic d'être venue ce soir. Votre podcast s'appelle Carnet de correspondante. Correspondante, ouais. Sur Arte Radio. Merci Sylvaine Bull, merci à vous Yohann Soufi, Frédéric Ancel, l'Atlas géopolitique d'Israël, c'est aux éditions Autrement qui vient d'être réédité. Et puis Karim Katan, vous êtes romancier avant tout, on le précise. Titre de votre dernier roman, Le Palais des deux collines, et il y en a un en écriture, je crois. Prévu pendant quelques semaines. En 2024. 2024. Merci beaucoup, merci Laure, et merci à vous, et à demain 22h35. Ciao. Merci.